Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Direction Singapour à l'occasion du déplacement du prince Albert II. Deux volets dans cette édition, un premier environnemental et un second économique, avec sur place une mission de la CDE. Focus sur le Monaco Business, l'unique salon B2B dédié à l'entrepreneuriat monégasque. Et enfin, présentation de l'association culturelle Terre Méditerranéenne qui vient de fêter ses 10 ans d'existence. Suite de notre série de reportages consacrés au déplacement du prince Albert II à Singapour. Après la visite sur le chantier naval de Keppel et de la SBM Offshore, abordons à présent un volet environnemental. C'est désormais devenu une tradition. Tous les 2 ans, la branche asiatique de la Fondation Prince Albert II de Monaco organise un gala au profit de la Fondation du Souverain. Une branche présidée depuis 2009 par la consul de Monaco à Singapour, Jackie de Romédy, maître de cérémonie de la soirée. Plus de 600 personnes se sont donc donné rendez-vous dans la prestigieuse salle de bal du Marina Bay Sands pour assister à ce gala qui avait pour thème le voyage, ou plutôt les voyages princiers, notamment ceux réalisés dans le cadre de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cette soirée aura rapporté plus de 760 000 $ singapouriens, soit un peu plus d'1 demi-million d'euros. Un tiers de la somme sera destiné à soutenir l'aire marine protégée de la République des Palau, dont le président était l'invité d'honneur ce soir-là. J'étais très heureux que cette soirée ait eu le succès qu'elle a eu, non seulement pour la Fondation, mais aussi pour l'information et pour la diffusion de ces idées et de ces principes non seulement sur l'environnement en général, mais sur le climat en particulier. Et je crois que dans cette région d'Asie du Sud-Est, ça prend tout son sens puisqu'ils sont régulièrement confrontés à des événements climatiques extrêmes. Donc ils commencent à comprendre bien ces enjeux-là et qu'il faut essayer de trouver des moyens de pouvoir s'adapter et puis de pouvoir mitiger les effets que pourrait avoir le réchauffement. Au lendemain de cette soirée de gala, le prince Albert II s'est rendu à l'université de Singapour et plus précisément au pôle Create, un lieu qui abrite des laboratoires communs avec de grandes universités étrangères. C'est ici que le Massachusetts Institute of Technology travaille sur ce projet de voitures autonomes, des véhicules sans conducteur. Ce qui nous intéresse en travaillant sur ce genre de véhicules, les voitures autonomes ou sans conducteur, c'est l'impact que cela va avoir sur la société. Nous avons donc créé une application pour smartphone, pour ce nouveau type d'autopartage. L'idée est simple, via cette application, la personne est capable de réserver une voiture qui vient directement la chercher ou lui indiquer. Elle monte dans la voiture, va où elle le désire, et une fois terminée, elle gare le véhicule où elle le désire, sans se soucier de trouver un parking ou de recharger la voiture. Nous nous occupons de tout ensuite. Ce modèle est actuellement en phase de test en conditions réelles. Le prince souverain et Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, ont d'ailleurs pu monter à bord de ce véhicule sans chauffeur. C'est quelque chose de très intéressant, ça met en œuvre des dispositions que Monaco connaît déjà, c'est-à-dire au départ des véhicules électriques, bien entendu, et ça impliquera des systèmes qui sont des systèmes d'autopartage que Monaco a lancé, vous le savez, depuis le début de l'été. Et donc, il était intéressant de voir où en étaient les éléments de recherche et de développement par des institutions qui sont de qualité sur ces thèmes-là. Alors effectivement, j'ai non pas conduit, puisqu'on ne conduit plus, j'ai été donc passager de cette voiture et c'est tout à fait impressionnant parce que cette voiture, elle est bardée de capteurs et elle conduit sa carte, sa feuille de route en quelque sorte, au fur et à mesure de son avancement. Et on voit donc d'ailleurs sur un écran de contrôle comment la carte identifie tous les éléments. Donc il peut y avoir une voiture qui s'arrête brusquement sans qu'aucune intervention humaine ne se réalise. Votre véhicule s'arrête. Lorsqu'il y a des virages, même chose. C'est incontestablement porteur de beaucoup de choses pour l'avenir. C'est pour ça qu'il était intéressant qu'on le voit. Le prince souverain était passionné par cela. Et il n'est pas impossible que l'on essaie de voir dans quelle mesure un certain nombre d'essais de ce genre puissent être envisagés à Monaco dans pas les mois sans doute, mais les années qui viennent.
Une flotte de 300 000 véhicules autonomes en autopartage pourrait combler les besoins en mobilité de la population totale de Singapour, soit près de 6 millions d'habitants. Outre la diminution des accidents de la route, cette voiture offrira un large panel de possibilités et permettra ainsi une certaine démocratisation de l'accès au transport durable et partagé. Parallèlement à ce déplacement princier, la Chambre de développement économique conduisait une mission à Singapour, un pays à fort potentiel économique qui peut également bénéficier du savoir-faire monégasque. Reportage sur place d'Émilie Rousseau et Sylvain Perrouman. Monaco-Singapour, à vol d'oiseau, plus de 10 000 km séparent ces deux cités-États qui ont de nombreux points communs. Le climat tout d'abord, mais aussi les casinos ou le Grand Prix de Formule 1 qui se déroule lui aussi en ville. Le secteur de la finance et de l'économie font également partie des similitudes que partagent les deux pays. Ils sont en effet réputés pour être flexibles et ouverts sur les marchés qui les entourent. Lors de cette mission menée par la CDE, outre les rendez-vous B2B, la délégation a pu profiter de l'expérience d'entrepreneurs déjà implantés à Singapour. Des acteurs économiques monégasques qui ont tenté le pari de s'installer ici, dans cette cité-État considérée comme une véritable plateforme d'affaires par excellence pour toute l'Asie du Sud-Est. C'est le cas par exemple d'HRMS Consulting qui emploie 40 personnes à Singapour. Cette entreprise monégasque spécialisée dans les ressources humaines est leader sur son marché en Asie, un marché bien particulier. Le marché singapourien est très ouvert par rapport à tout ce qui est changement, nouveauté, amélioration des processus. Et donc nous, notre domaine ressources humaines, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de revoir les processus ressources humaines, les améliorer, apporter les outils qui permettent d'améliorer ces processus et puis après aider nos clients à maintenir et à évoluer. Donc voilà, c'est une ouverture vraiment au changement et à être toujours en avant de tout ce qui se fait au niveau mondial. L'un des symboles de ce partage de savoir-faire est l'Automobile Club de Monaco. En étroite relation avec son homologue singapourien depuis des années, l'ACM a grandement contribué au retour du Grand Prix de Singapour avec un tracé urbain. Nous participons avec eux depuis plusieurs années à des réunions à la FIA, donc nous nous connaissions très bien, même avant le Grand Prix de Singapour. En plus, une délégation est venue en 2006, 2007 et 2008 sous la conduite de Madame Jackie de Romédy, à qui je dis bonjour encore une fois et merci de nous avoir reçus. Et cette délégation a été encadrée par l'Automobile Club de Monaco. Il y avait des représentants du gouvernement de Singapour pour la circulation, pour le trafic, pour régler tous ces problèmes que nous réglons depuis des années à Monaco. Les Singapouriens se seront donc largement inspirés de l'expérience monégasque, notamment en matière de sécurité, mais aussi de gestion de flux de spectateurs. De retour sur le circuit depuis 2008, le Grand Prix de Singapour est désormais bien rodé, et ce, en grande partie, grâce au savoir-faire de l'Automobile Club de Monaco. En bref, vous n'êtes pas sans savoir que mercredi prochain, nous célébrerons la fête nationale en direct sur TMC et Monaco Info. Vous l'avez peut-être remarqué, les habitants de la Principauté commencent à pavoiser un peu partout. Eh bien, en marge du 19 novembre, les festivités débutent, notamment au musée océanographique, avec la remise des médailles du travail. Plus de 500 personnes récompensées en présence du ministre d'État et de son conseil de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité dans quelques instants sur votre chaîne. Au chapitre économie, le Monaco Business est installé pour la deuxième année en Principauté. Il s'agit de l'unique salon B2B dédié à l'entrepreneuriat monégasque. L'innovation était au cœur des débats. Vanessa Dessy vous fait découvrir cette nouvelle édition. Comment la Principauté mobilise-t-elle les acteurs de l'innovation? Élément de réponse au Monaco Business, ce salon a pour objectif principal d'accroître la visibilité des entreprises de Monaco en représentant leurs produits ou services. Cette année, le thème s'est penché vers les nouvelles technologies, la création et l'innovation. Cette deuxième édition a permis de favoriser la mise en relation entre business leaders, experts et autres spécialistes de l'économie. Ce qu'on espère, nous, simplement, c'est contribuer avec notre manifestation Monaco Business à apporter un petit plus à la Principauté. Je crois que c'est important, je crois que Monaco est dans le domaine de l'innovation était un acteur important et donc il était bien pour nous de mettre en avant toute la valorisation de l'innovation à Monaco.
Une cinquantaine d'exposants présents sur le salon répond aux nombreux défis sociétaux actuels. L'innovation est à promouvoir à tous les niveaux. C'est le cas de Telis face à la montée en puissance des technologies numériques. Le groupe se positionne comme un allié de choix pour optimiser les investissements en matière d'informatique et de télécommunication. Il y a tout juste un an, l'équipe inaugurait le premier data center en principauté. C'est un bunker de données, donc c'est vraiment un data center extrêmement sécurisé, confiné, essentiellement dédié aux entreprises, aux DSI, aux entreprises monégasques, avec aussi certaines entreprises étrangères qui viennent sécuriser leurs données dans nos équipements. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Puis pour nous, c'est aussi la transformation d'un métier historique qui est un métier d'installation de réseaux de communication vers des offres hébergées justement dans ce data center en les commercialisant sous forme de services, donc avec une très grande flexibilité et surtout avec des offres très simples pour notre clientèle. Le besoin, nous l'avions identifié par rapport à notre métier historique. Depuis 2003, nous mettons en place des plans de secours, des plans de reprise d'activité. Grand métier qu'on a initié à l'époque avec IBM, après les attentats du 11 septembre. Et on avait une forte demande, surtout des banques, d'avoir des dispositifs locaux dont les données restent exclusivement en Principauté de Monaco. L'environnement est bien évidemment au cœur des préoccupations de tous les exposants, parmi eux Green Plus, spécialiste du mur végétal qui s'installe peu à peu en Principauté. Le concept permet d'implanter des végétaux de façon verticale sur différentes façades des bâtiments. Ces murs évoluent au fil du temps et des saisons. On a notre système de mur végétal qui commence à prendre pas mal. Notre système était déjà retenu à plusieurs reprises à Monaco. Que ce sera pour le quai Antoine Ier, pour le Tamaris ou pour le Mirabeau. Les murs que vous voyez sur les colonnes de Stars & Bars, c'est notre produit aussi. Et ça, c'est très important, pour lequel on a eu cette année la certification Cradle to Cradle. C'est-à-dire c'est une certification universelle sur un produit qui rentre dans un contexte d'un produit qui fonctionne dans une économie circulaire au lieu d'une économie linéaire. Donc, la matière première, elle est réutilisée pour refabriquer le même produit à la fin de vie. Afin de clôturer le Monaco Business 2014, la Jeune Chambre économique a profité de l'événement pour organiser la remise des trophées de la création d'entreprises. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Terre Méditerranéenne fête son 10e anniversaire. À cette occasion et pour marquer le coup, cette association culturelle a organisé une soirée ce mercredi. Que s'y est-il passé et quel est le but de Terre Méditerranéenne? Les réponses dans ce reportage. Au programme, mercredi soir, à la Maison des Associations, une exposition d'artistes membres de Terre Méditerranéenne, un défilé de deux stylistes italiens, Osvaldo Montalbano et Carla Quaglia, sur un fond musical d'un artiste de Monaco, Mischa Vanoni, sans oublier une performance de Doua. Terre Méditerranéenne a ainsi fêté son 10e anniversaire. Cette association créée en 2004 rassemble des artistes de divers horizons et organise régulièrement des ateliers pour enfants. Ça paraissait assez logique finalement de rassembler des artistes qu'on veut valoriser. C'est l'objet de l'association, valoriser la création d'artistes et d'artisans de la Méditerranée. Donc le terme convenait parfaitement comme terre d'accueil, une idée de graines qu'on sème pour qu'un arbre pousse et qu'il y ait de belles choses qui se réalisent avec toutes ces créations et ces valeurs humaines. Naturellement, on est parti de la céramique avec des artistes de Valoris, Albert Thierry, qui n'est plus là malheureusement, un artiste de Monaco, Ewan McNabb, et des artistes italiens, de la Toscane notamment, qui est un grand creuset pour les céramistes. Mais petit à petit, c'est vrai qu'on a attiré et on a essayé de mettre en valeur d'autres médiums, d'autres artistes avec des photographes, des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs. Après cette fête d'anniversaire, sachez que les deux stylistes italiens présenteront également leur création ce samedi de 10h à 19h à l'atelier Umazaguin dans la rue Grimaldi. Nous avons rencontré il y a quelques jours le nouveau directeur de l'hôtel Métropole.
Pierre Ferchaud entame sa carrière en 1978. Il fut entre autres durant 17 ans à la tête de l'hôtel Bristol à Paris pour en faire un des palaces les plus reconnus internationalement. Pierre Ferchaud vient de prendre ses fonctions en principauté. Il s'est longuement entretenu avec Christine Datomel. J'ai commencé il y a très longtemps, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai commencé par le Meurice à Paris quand j'étais jeune stagiaire. Et puis, bon, je suis passé par Londres, par Grosvenor House, House Forte à l'époque, par le Palace à Madrid, par Marriott aux États-Unis. Et puis je suis revenu à Paris où je suis resté très longtemps. Et pour enfin un jour me retrouver à la tête du Bristol, qui a été un grand bonheur, qui était certainement une des parmi les plus belles années de ma carrière. Sur la gastronomie, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais on est déjà dans une très belle notoriété. Sur là, je pense qu'on peut toujours travailler sur la qualité, sur la modernité, sur la créativité, sur l'imagination, parce que la clientèle change, les goûts changent, les besoins évoluent, parfois très lentement, parfois rapidement. Et je crois que le vrai challenge, c'est de répondre à ces attentes, de les anticiper. Et puis, on ne sait pas nécessairement comment demain sera fait. On ne savait pas il y a 20 ans qu'on aurait tous des iPhones. Et donc, je pense que c'est quelque chose de similaire. Il faut ajuster savoir répondre aux attentes de la clientèle et surtout toujours aller plus loin dans la qualité. J'ai fait une mission au Phuket, on avait besoin d'assurer la direction du Phuket pendant 2 ans, où j'ai préparé où j'étais le mentor du directeur général qui m'a suivi, qui a été un garçon extrêmement bien. Et puis voilà, j'ai fait un certain nombre de missions de conseil et me voilà ici à Monaco où je vais retrouver Leading Hotels of the World, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Ce qui me fait plaisir également, c'est que beaucoup de gens m'ont appelé en me disant « Ah, si vous allez ou si tu vas à Monaco, on va venir te voir, on va venir en métropole, c'est mon hôtel favori. » Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? Ce qui me passionne, c'est assez difficile à définir, ce sont des aspects assez multiples. Je pense qu'il y a le contact des personnes. C'est le fait de travailler avec des équipes. En fait, c'est une famille, quelque part, on travaille avec des équipes. C'est de donner aux gens la fierté de ce qu'ils font. Je pense que, pour moi, je considère qu'une mission est réussie quand chacun marche la tête haute en étant fier de ce qu'il laisse derrière soi. Et si je peux contribuer à ça, c'est bien. Et puis la clientèle, naturellement. Ensuite, l'hôtellerie, c'est un petit peu comme une croisière immobile, en quelque sorte. On est dans un milieu où le monde tourne autour en permanence. On n'est jamais dans une culture monolithique. On est sans cesse au contact de clients qui viennent de cultures tellement différentes. Alors ça, je trouve, c'est passionnant. Ça empêche de s'enfermer dans des vues trop étroites. Ça oblige à tout le temps être ouvert. Ça oblige à être vers les autres. Et je pense que plus on s'occupe des autres et plus on est heureux. Voilà, c'était un entretien avec le nouveau directeur de l'Hôtel Métropole. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Vendredi, une nouvelle détérioration est à prévoir. Du soleil le matin et des nuages de plus en plus nombreux au fil de la journée, avec de la pluie dans l'après-midi, comptez de 15 à 17 degrés. Samedi, ce sera l'inverse, de la pluie plutôt le matin, et si vous êtes sage, des éclaircies dans l'après-midi. Les températures varieront de 14 à 17 degrés. Dimanche, il devrait y avoir un peu de tout, des nuages et par moments des éclaircies avec parfois des risques d'averses. Désolé pour ce manque de précision, le temps sera vraiment changeant. Et enfin lundi, même chose, des nuages, du soleil et la persistance d'un risque d'averse. En résumé, si vous sortez, prenez un parapluie et de la crème solaire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.